professeur Jean-Noël Loukou, qui a eu l'amabilité de nous accueillir dans cette fondation de renom. Merci. Que dis-je, l'éminent professeur, que nous remercions l'ensemble du personnel, donc c'est pour la par ricochet, toutes les autorités politiques administratives de Yamoussoukro, ainsi que les 10 populations qui ont encore fait preuve de leur légendaire hospitalité pour accueillir cette université de vacances. Ceci étant dit, nous allons véritablement rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des droits de l'homme. L'année dernière, à Benjerville, s'est tenue la première édition de l'Université des vacances du CIDH, à la fin de tous. Et pour débattre donc de ce thème, nous aurons des intervenants qu'on aura l'occasion de poser tout à l'heure. Nous avons aussi une cinquantaine de participants venus de partout de Côte d'Ivoire et donc qui ont fait le déplacement de partout, donc, comme je le disais, à Yamoussoukro, pour donc écouter, pour donc s'instruire, s'informer sur la question essentielle des droits de l'homme. Mais je vais donc laisser la parole à des personnes mieux indiquées que moi pour situer le contexte de cette rencontre. C'est dans ce ordre d'idée que je voudrais donc appeler ici le président du comité d'organisation de cette université de vacances, M. Bakwako Jean-Mathias, monsieur que je voudrais demander d'acclamer parce qu'il a passé des nuits blanches pour que cette rencontre soit, et donc que l'honneur lui soit rendu pour ses efforts et encore le merci. Alors, c'est M. Bakwako Jean-Mathias. Merci. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, monsieur le représentant du directeur régional de l'éducation nationale de Yamoussoukro, monsieur le représentant du COGES, chers représentants des organisations non gouvernementales, d'associations, membres du CIDH, Comité ivoirien des droits de l'homme, et en ma qualité de président du comité d'organisation de cette manifestation, j'ai le plaisir et le grand bonheur de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Yamoussoukro à l'occasion de votre participation à cette deuxième édition de l'Université des vacances des droits de l'homme. À cet effet, permettez-moi de prêter ces mots ou cette phrase qui dit ceci: c'est de l'ignorance de nos droits qu'adviennent tous les conflits. C'est partant de cet état de fait que le CIDH, le Comité ivoirien des droits de l'homme, a initié, ou si vous voulez, initie, après celle de Benjerville, sa deuxième édition de l'Université des droits de l'homme, ici à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Et c'est dans le but de promouvoir et de préserver les droits de l'homme, la paix sociale et politique pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Mesdames et messieurs, au cours de ces 2 derniers mois, les membres du comité que j'ai eu l'honneur de piloter se sont mobilisés avec pour seul objectif la bonne conduite du processus qui va connaître son achèvement au cours des prochaines heures. Et le grand espoir que nous nourrissons
au soir de cette deuxième université des vacances des droits de l'homme, c'est de voir l'ensemble des participants être imprégnés des notions des droits de l'homme et des valeurs de la culture de la paix, gage d'une véritable réconciliation et de paix, valeurs auxquelles aspirent nos vaillantes populations. Mesdames et messieurs, mes remerciements à Dieu, notre Créateur de toutes choses, qui par sa grâce a favorisé cette rencontre malgré les nombreuses difficultés. Je voudrais adresser nos remerciements particuliers au ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire pour leur soutien actif, constant et institutionnel. Nous saluons également l'engagement et la présence à nos côtés, les membres de la société civile de Yamoussoukro. Nous exprimons notre gratitude. Nous adressons nos infinis remerciements à nos partenaires qui nous permettent d'être dans le meilleur confort possible pour mener nos travaux. Vous l'avez deviné, je vais citer ici Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Faure-Boigny, Monsieur Jean-Noël Lecou, que je voudrais qu'on acclame activement. Et aussi remercier tout le personnel de la Fondation Félix Faure-Boigny, dont le fleuron, la prestigieuse salle de ce séminaire. Mesdames et messieurs, les membres du comité d'orientation resteront mobilisés au sein des différentes commissions installées pour vous servir. À présent, je voudrais, avant de clore mon propos, solliciter votre indulgence au nom du Bureau national du CIDH et de tous ses membres ici présents, et aussi vous présenter d'avance nos regrets pour les éventuelles insatisfactions constatées au cours de notre mission. Je voudrais souhaiter que vous ne reteniez que notre volonté, c'est de mieux vous servir. Soyez-en tous et toutes remerciés en vos qualités et grades pour votre implication à la réussite de notre université des vacances des droits de l'homme. Excellents travaux, merci à tous et Dieu vous bénisse. Nous avons compris que c'est celui qui fait a le droit de commettre des erreurs. Et donc, Jean-Baptiste a dit, toute œuvre humaine et toutes les imperfections qu'il peut avoir au cours de ces vacances, avec des erreurs de prononciation de vos noms. Acclamez-les. Tout ça pour me déstresser. Parce que, comme on le dit en Afrique, regardez le soleil. Encore pour l'exercice que je vais me soumettre maintenant. Permettre de fixer des monuments. C'est que soit vous vivez sur Mars, très avancé. Parce que nous, on a déjà au moins entendu son nom. Qui professe et professeur. Lui, il est dans l'éclat dans une savane très déserte. Je voudrais donc appeler ici au pupitre l'éminent professeur édifié, l'éminent professeur Jean-Noël Lecou. Très humble. Il va donc nous et je voudrais le remercier et le féliciter. Honorables invités, chers membres du Comité ivoirien des droits de l'homme, chers participants, mesdames, messieurs. Félix Faure-Boigny, homme de paix s'il en fut, et donateur de cette fondation, et qui continue d'être avec nous par l'esprit, aurait apprécié l'événement qui nous rassemble ce matin. Événement qui célèbre la paix et la réconciliation nationale. Toute sa vie durant, il n'eut de cesse d'appeler les Ivoiriens à cultiver la paix, à en faire une seconde religion. C'est donc avec grand plaisir
que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix vous accueille dans ses locaux pour la 2e édition de votre université de vacances des droits de l'homme. Au nom de tout le personnel et à mon nom propre, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et un agréable séjour chez nous. J'ai plaisir à saluer tous les participants. C'est aussi un grand honneur de saluer les partenaires institutionnels et toutes les personnes ressources qui ont bien voulu accompagner le Comité ivoirien des droits de l'homme, de leurs conseils et de leur expertise. Comment ne pas saluer et féliciter les organisateurs de cette 2e édition de l'Université des vacances des droits de l'homme. Et au premier chef, le président du CIDH, M. Fondio Vazumana, les membres de son bureau et les membres du comité d'organisation. Je souhaite que vous les applaudissiez. Mesdames, Messieurs, votre belle initiative concourra, j'en suis convaincu, à cette recherche de la paix et de la réconciliation nationale que notre pays, éprouvé par une décennie de violence et de déchirement, peine à retrouver. Votre thème de réflexion est essentiel et approprié à la situation que vivent les Ivoiriens. Le respect des droits de l'homme et des valeurs de la culture de la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée de l'affaire de l'État à l'affaire de tous. Il y a en effet des valeurs à cultiver, des attitudes et des comportements à adopter pour enraciner l'idéal de paix et la culture de la paix. Cela suppose non seulement une implication de l'État, mais aussi une implication de chaque citoyen. L'État, sous l'égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, joue déjà sa partition pour la paix et la réconciliation nationale. Malgré les multiples initiatives, les institutions comme la CDVR, la CONARIV, le Programme national de cohésion sociale, le ministère de la Solidarité et de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, la société ivoirienne n'est toujours pas apaisée, n'est toujours pas réconciliée. À cause de la guerre, sans doute, les Ivoiriens sont devenus irascibles, belliqueux et violents. Les violences récurrentes dans les villes comme dans les campagnes, dans les gares comme sur les campus, nous rappellent de façon dramatique qu'il faut encore et toujours cultiver la paix, respecter les droits de l'homme. La paix et la réconciliation nationale doivent donc être l'affaire de tous et de chacun. Tous les Ivoiriens doivent être des personnes de réconciliation et de paix dans leur milieu de vie, familial, scolaire, professionnel, social. En formant à la culture de la paix, votre université de vacances rejoint la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a pour principale mission d'éduquer à la paix, de former des citoyens respectueux des droits de l'homme et engagés en faveur de la démocratie. Des membres de la Fondation, notamment la directrice de notre département de la recherche de la paix, Dr Guénéba Doumbouya et ses collaborateurs, que vous avez invités, vous apporteront leur concours pour votre université d'été. Je voudrais achever mon propos en vous réitérant nos félicitations et nos remerciements aux organisateurs, à tous les participants et en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Nous sommes tous très sobres. Tout à l'heure, après convier les officiels et tous entrer dans le vif du sujet avec les premières interventions. Nous sommes venus là pour nous instruire et donc je demanderai aux participants là, sur le droit de l'homme. Le comité ivoirien des droits, une nouvelle institution en matière de droits, je ne voulais pas citer les noms ici, qui sont déjà à pied d'œuvre dans leur répondre que la nature se régénère, la prise de conscience des droits de l'homme doit poursuivre dans cette dynamique de régénérescence sur les droits
de l'homme, qui sont des questions essentielles, même pour la survie de nos sociétés. Le domaine des droits de l'homme a été mis sur pied. C'est pourquoi le CIDH a été mis en place. Et bien heureusement, il regroupe des médias politiques, des jeunes Ivoiriens de toute origine, des jeunes sur les droits de l'homme, pour une paix durable. Et même qui a rêvé, on dit par soi-même. Mais lorsqu'on arrive à faire pour l'humanité, et celui qui a fait donc ce cadeau à l'humanité, à toute la jeunesse ivoirienne, n'est autre que Fondio Vazumana, dont le dynamisme n'est plus approuvé. C'est pourquoi je voudrais l'appeler ici, parce que, comme on le dit au village, l'eau qui sort de la bouille du silure est mieux glacée que l'eau qui est à la surface de l'eau elle-même. Avec vos acclamations nourries, je serai donc M. Fondio Vazumana. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la recherche de la paix. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale. Monsieur le représentant du COGES. Madame la représentante de l'ONG Femmes de Vie. Monsieur le représentant de deux idées, Initiative ivoirienne pour le développement, pour la démocratie et le développement. Monsieur le président de la Fédération des mouvements de développement de Côte d'Ivoire, ici présent mon ami M. Memba, les représentants de la presse, notamment Mosaïque Studio, représenté par Kadi Traoré, Radio Maria, si je pense que c'est juste, et la presse en ligne Alerte Info, en ce qui concerne la presse. Bien. Monsieur le formateur, représenté ici ce matin par Kevin, Kwasi Kevin. Kevin? Bien. Merci pour ta présence. Monsieur Traoré, Brahima. Voilà, merci également pour ta présence. On aura la présence de M. Paul Angama, qui est en route également. Chers participants de la deuxième édition de l'Université des vacances des droits de l'homme, à la suite du président du comité d'organisation de cette deuxième édition, en ma qualité de président du CIDH, Comité ivoirien des droits de l'homme, je vous remercie pour votre présence ici pour la deuxième édition de l'Université des vacances des droits de l'homme. Mes remerciements vont singulièrement à la commune de Yamoussoukro qui a accepté de nous recevoir. Ensuite, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui a décidé de mettre à notre disposition ses locaux et participe à la formation des participants à cette deuxième édition. Chers professeurs, au nom de tous mes collaborateurs, nous vous disons merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci. Aux participants, merci pour la confiance placée à notre organisation par vos inscriptions massives à cette deuxième édition. Parce qu'en réalité, notre organisation n'est pas l'organisation la plus populaire de la Côte d'Ivoire. Donc merci pour la confiance placée en nous. Aux formateurs, merci pour votre disponibilité et pour cette action d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, action dont on ne démontrera jamais assez l'importance pour nos si jeunes démocraties. Voilà. Concernant les présentations, je constate la présence d'un agent de force de l'ordre qui est pratiquement seul. Voilà, chers frères, merci pour ta présence. Notre organisation, le Comité ivoirien des droits de l'homme, initiatrice de cette université, est une organisation non gouvernementale de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Elle a été créée en décembre 2011 et compte à ce jour 150 membres et une dizaine de sections sur l'étendue du territoire national. Elle est membre de plusieurs regroupements d'ONG, notamment le Forum des droits de l'homme, qui est le regroupement le plus connu,
est présidée par la Commission nationale des droits de l'homme et en son temps par la Division des droits de l'homme de l'ONUCI. Nous sommes également membres de plusieurs plateformes, notamment la plateforme des organisations pour la défense des droits des populations déguerpies et à déguerpir, composée de la LIDO et de l'APDH, également du MIDH. Dans nos objectifs, c'est-à-dire les objectifs du CIDH, nous accordons une importance fondamentale à la promotion des droits de l'homme. Parce que nous considérons que la protection des droits de l'homme passe d'abord par leur promotion et leur vulgarisation. Mathias le disait tout à l'heure, c'est par la méconnaissance des droits de l'homme. Disons, la violation des droits de l'homme provient de leur méconnaissance. C'est à ces propos que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que les pires violations des droits de l'homme que l'humanité a connues proviennent de leur méconnaissance. Le thème de cette édition, c'est-à-dire la deuxième édition, le respect des droits de l'homme et des valeurs de la culture de la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée, de l'affaire de l'État à l'affaire de tous, est un thème d'actualité. Bientôt, notre pays, par la volonté du chef de l'État, ira à un référendum constitutionnel, ce qui devrait être en principe un moment de rassemblement de ses filles et de ses fils autour du contrat social, porteur d'une stabilité plus durable en vue d'un développement inclusif, un développement qui favorise la répartition des richesses. Seulement les clivages déjà existants, des suites des crises armées que notre pays a connues, refont surface plutôt, autant au sommet de l'État et au niveau de la classe politique, qu'à la base, au niveau des masses, lesquelles masses sont déjà laborieuses. La loi fondamentale ne devrait pas être en principe source de conflits tels que nous l'avons vécu en 2002. Il faut sortir de ce cercle infernal de violence par une réconciliation vraie et durable autour d'un nouveau contrat social qu'est la Constitution. Cette réconciliation doit être autour de l'œuvre de l'État incarné par l'administration, au sommet duquel le gouvernement qui prend les initiatives et donne la dynamique du développement. L'État est le premier protecteur des droits de l'homme, même si dans la pratique, il en est le premier violateur. Donc, le respect des droits de l'homme, c'est une question de l'État, mais en même temps une question du citoyen, qui lui également est un défenseur des droits de l'homme. Bref, la paix est donc un moteur cardinal d'unité. Cela ne peut se faire qu'avec l'apport de tous. Voici pourquoi la Déclaration universelle sur les défenseurs des droits de l'homme énonce qu'il n'est pas défenseur seulement que les organisations de défense des droits de l'homme. On peut être personne physique et être un défenseur des droits de l'homme. Dans ton foyer, tu peux véhiculer les valeurs de liberté, les valeurs de non-violence, les valeurs de tolérance dans ton service. Donc la question des droits de l'homme n'est pas consubstantielle à l'État. L'État, il en est le premier protecteur, mais le citoyen également doit être aussi protecteur des droits de l'homme. Parce que les pires violations des droits de l'homme proviennent de l'État et aussi des citoyens. Voici un peu ce qu'on pourrait donner comme quelques développements sur ce thème qui sera certainement décliné en plusieurs thématiques, notamment la thématique relative au genre, l'égalité sociale, qui sera développée par Kwasi Kevin. Nous avons également la question de l'éducation à la paix, qui sera développée par M. Traoré. Nous avons l'engagement citoyen des jeunes, qui sera également développé par M. Traoré. Et ensuite, la question des droits de l'homme, les généralités sur les droits de l'homme, les conséquences liées au non-respect des droits de l'homme et la thématique relative à la torture, au traitement inhumain et dégradant, qui sera développé par M. Paul Angama. Voici un peu, je pense que dans ces éléments, il y aura des échanges, on pourra faire ressortir quelques éléments de réponse à ce thème principal qui est posé. Parce qu'à la fin, il y aura des résolutions que nous allons prendre au terme de cette deuxième édition. Je souhaite vivement que les travaux se déroulent dans le respect de la liberté d'expression. C'est important. Dans la tolérance.
c'est important. Les débats ne peuvent pas se mener s'il n'y a pas l'acceptation de la tolérance. Donc, on doit déjà commencer à véhiculer ces valeurs ici et qu'au sortir d'ici, qu'on puisse véritablement dire que l'université a apporté des résultats. Nous aurons l'intervention après, j'anticipe un peu du porte-parole de la promotion sortante, c'est-à-dire que la première promotion de l'Université des droits de l'homme, qui, j'ai dit, il y a eu près de 40 à 50 militants des droits de l'homme, au moins une trentaine au CEDH et au moins une vingtaine ailleurs. Donc, c'est un peu cela l'objectif de cette Université des vacances. Donc, je souhaite vraiment, je dis merci une fois encore et que les travaux se déroulent dans toute la grande camaraderie. Merci. Les hommes qui savent parlent et surtout beaucoup de sérénité. Donc, il a parlé calmement, sûrement et avec beaucoup de sérénité. Cette journée sera pour ne pas qu'elle soit stressante. Nous allons à une petite mise en bouche. C'est comme ça que les Blancs disent, hein? Une mise en bouche. La langue, on appelle ça chez nous le pain cocktail. Donc tout à l'heure, l'ensemble des participants de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, rencontrer M. et pas prendre une photo avec lui. Ce serait un crime de lèse-majesté. C'est pourquoi il s'agit de M. Jean-Noël Lougou et des officiels à se rendre sur l'esplanade. Donc, de là-bas, il y a un micro là-bas, le professeur va ouvrir sur l'animal de vacances. Sur l'esplanade pour la photo de famille. Puis nous aurons les deux pactes internationaux, le PIDESC et le PIDCP. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais puisqu'il s'agit de circonscrire la chose à la Côte d'Ivoire, nous allons donc citer comme texte en vigueur la Constitution de juillet-août 2000. C'est donc le premier texte en vigueur qu'on appelle loi fondamentale, et cette loi fondamentale fonde la promotion du genre. Que la personne humaine est sacrée. Il n'est pas question de sexe. Sacré. Et plus que sacré. En son article 7 et 17, elle, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de bord politique, devant tout ce que notre pays peut nous offrir. Les mêmes chances, que vous soyez femme ou que vous soyez garçon. Les mêmes chances. Si on veut rentrer dans les détails pour les connaisseurs, on va dire comme la Convention sur l'élimination des violences à l'égard des femmes. Bon, dès l'instant où les a signés, c'est que ces textes-là sont intégrés à notre Constitution et donc elles s'appliquent à notre pays. Il faut de l'avoir cette Constitution. C'est vrai qu'elle a des carences, d'ailleurs, auxquelles dicte nos premiers droits et nos premiers devoirs. Exemplaire de la Constitution de Côte d'Ivoire. Lisez-la. Après les textes, on pourra citer d'autres textes, hein. On peut citer la loi sur le mariage, le code civil du genre, mais on va aller dans le concret. Quelles sont les actions que nos différents gouvernements mènent pour la promotion du genre? De sorte que les sujets qui touchent la femme soient immédiatement traités et portés à la connaissance de qui de droit de trouver solution. C'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire, l'accession à nos ministres et à nos ministères relève, n'est-ce pas, du miracle quelquefois. Les locaux existent, allez-y faire le pied de grue, vous serez reçus. Si vous avez un problème, posez-le et l'État se fera fort de trouver une solution pour la femme. Ainsi, c'est le comité ivoirien des droits de l'homme qui se fera fort d'être votre avocat afin. Je rappelle que les instituteurs, au départ, avaient pour rôle d'instituer la République. La République, les instituteurs devaient aider à instituer la République. En ces termes, les enfants qui vous sont confiés au coin d'une rue à faire une addition et une multiplication. Une démocratie libre, quels droits et quels devoirs cela leur impose.
la partie en bleu. Savoir lire, écrire, calculer, il sait compter. Or, c'est pas ça le véritable rôle de l'école. Ça suppose quoi? Qu'ils sachent leurs droits et leurs devoirs. Des droits. Or, on a des devoirs. Il n'y en a pas? Quels sont ceux qui ont fait droit? Donc, il est important que pour nos sociétés, le citoyen sache quels sont ses droits, mais également quels sont ses devoirs. Exercer son droit, mais également aussi, il doit pouvoir exécuter ses devoirs. Les bénéfices, on ne paye pas d'impôts. Ça ne marche pas. Donc la nécessité d'apprentissage, non enseignement, mais fondé sur l'expérience, la participation que le gouvernement essaie d'introduire dans nos écoles, la base par des life skills, toutes ces innovations, Père fasse tout pour lui. Parce que c'est l'une des faiblesses de notre système. Quand on finit notre master ou bien notre maîtrise, on dit non, on n'a pas encore de travail. Mon père n'a rien fait pour moi, il n'a pas trouvé de travail. Mon oncle n'a rien fait, l'État n'a rien fait. On attend tous les autres. Or, nous avons les capacités, nous avons les aptitudes pour pouvoir créer des choses. Mais comme on n'a pas eu cette culture, alors on pense que c'est les autres qui doivent tout faire pour nous. Donc il est important que nous puissions changer de paradigme, donc changer de manière de voir, créer de nouveaux citoyens, c'est-à-dire des citoyens qui soient capables de prendre leur destin en main. Et cela ne suffira que lorsque les enseignants comprendront que c'est l'élève qui est au centre de l'apprentissage. Il faut lui apprendre à prendre son destin en main dès l'école. Parce que si on le tient à liesse pendant toute sa scolarité, alors il attendra tout encore de la société qu'elle va sortir. À l'école, on met du point, mais point. Comme un virgule, mais virgule. On dit, bon, tu apprends ce chapitre, il apprend ce chapitre-là. Mais quand il finit, il va attendre qu'on lui trouve à tel endroit. Parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. Mais par contre, si à l'école, on lui permet de vivre des expériences. On lui dit par exemple, il y a ce qu'on appelle le projet, le top projet scolaire. C'est un projet d'entrepreneuriat scolaire qui a été initié dans les établissements secondaires où l'enfant va apprendre l'entrepreneuriat par la pratique. Donc c'est un concours qui a été lancé. Mais cette année, on demande d'introduire 3 heures d'entrepreneuriat dans les programmes scolaires. Donc tous les élèves dans 2500 établissements doivent subir un programme d'entrepreneuriat. 3 heures par semaine. Et je pense que c'est par cette pratique qu'ils pourront avoir cette culture entrepreneuriale. Je parle bien de culture. Culture parce que sur la culture nous permet de devenir vraiment de véritables entrepreneurs. Je donne un exemple pour ceux qui sont un peu plus âgés. Il y a environ 30 ans, la musique qu'on écoutait, c'était Ghana, Nigeria, Kenya, Cameroun, puis Afrique centrale. Puis, à un moment, il y a un podium, il y a un magnétoscope. Après, c'est la tendance inverse. C'est notre musique aujourd'hui, nos danses qui sont exportées vers ces pays. Parce qu'il y a une formation dès la base, Ozo, vacances culture, tout ça, ça crée une génération de jeunes qui sont imaginatifs, qui sont créatifs, et on a changé la tendance. Deuxième exemple, le football. Dans les années 80, on peut prendre les bons joueurs au Ghana, au Nigeria, on allait même jusqu'au Kenya. Même en Afrique centrale, on prenait les bons joueurs. Et puis, au début des années 90, il y a eu l'Académie SIFCOM, les centres de formation. Mais aujourd'hui, les joueurs ivoiriens sont exportés partout dans le monde. Ils sont même recherchés. En 20 ans, on a eu le temps de faire des progrès, de former. Donc il y a une véritable culture qui s'est instaurée. Je suis convaincu que si on commence cette culture entrepreneuriale aujourd'hui, dans 20 ans, on aura de véritables entrepreneurs. Nos jeunes ne vont plus attendre que l'État les recrute, que le concours de l'ENA soit prêt. Non, non, non. Ils vont même trouver que ça, c'est pas assez intéressant pour eux et qu'il y a mieux ailleurs. Un autre exemple, quand j'étais au lycée de Dimokro il y a 4 ans,
On a fait une petite expérience, on a fait 1 hectare de VA, 1 hectare de tech. Ils nous ont surpris. En vacances, quand ils sont arrivés chez eux au village, ils ont pratiqué de VA, 1 quart de tech. Imaginez qu'ils ne sont pas chaque année pas faire 1 quart. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, il va plus donner une nouvelle bourse. En fait, c'est l'idée derrière l'entrepreneuriat. Être capable de se prendre en charge, contribuer au développement économique et social des citoyens que nous recherchons. Et je pense qu'avec vous, on y arrivera. Mais cela commence aussi également, si tout le monde ne sera pas forcément homme d'affaires, mais la participation à la vie de la classe. Quand vous regardez tous les leaders actuels, la plupart ont commencé depuis l'école. Tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui ici, suivez mon regard là. On voit qu'il y a beaucoup d'exemples. C'est le ministre Mabri, qui a été en 2e année, en 4e année de médecine, mais il était le président du MEI ici, la faculté de médecine. Déjà à l'époque. Donc je suis passé dans le lycée. Donc allons-y. Là, pour cela, comment on peut réussir cela? Donc il faut le nouveau paradigme, c'est-à-dire quoi? Que jusqu'à présent, c'est les notes de mathématiques, de physique, de SVT qui sont prises en compte. La vie scolaire comme étant aussi des notes. Par exemple, ça peut lui permettre d'être un bon citoyen intégral. Pourquoi ne pas l'encourager? Donc on peut mettre une note pour la coopérative par exemple. Aujourd'hui, avec le système LMD à l'université, le volume horaire a été réduit de moitié, au moins. Donc si avant plus de 25 heures de travail personnel de l'étudiant. Donc oui. Pour ceux qui sont vraiment dans le LMD, donc c'est pas ça. C'est un LMD qui est hybride. Vraiment très hybride. C'est pas très appliqué. Le modèle qui était un modèle appliqué au nord et que les pays africains pouvaient s'approprier pour l'appliquer dans les universités du Sud. Mais les conditions qui se présentent aux universités du Sud ne sont pas les conditions qui favorisent l'application ou l'applicabilité, mais on essaie quand même de mettre nos étudiants dans les conditions de façon à ce qu'ils ne soient pas isolés du reste du monde. Et dans ce cadre-là, c'est que, par exemple, un étudiant actuel, quand il va à l'université, pour une unité d'enseignement, on a 150 heures. Et dans les 150 heures, l'étudiant, il a 70 heures et 60 heures pour l'enseignant. Et c'est comme ça que ça s'applique. Ça veut dire que l'étudiant, il doit faire des travaux personnels. Et ce qu'on voit, c'est que les étudiants sont restés dans leur ancien système. Alors ils veulent que l'enseignant, il vienne être un magistère, ce que vous avez montré tout à l'heure là, qui est en haut là, qui sait tout, et qui donne tout. Mais ça ne fonctionne plus comme ça, puisque nous sommes dans un système. Maintenant, c'est l'étudiant qui est au centre. Donc c'est lui qui va chercher et il vient discuter avec l'enseignant. Alors, nos étudiants n'ont pas compris et ils continuent de faire comme ça. Vous voyez que ça n'a pas marché. Donc voilà ce que je vais dire. Ok, merci bien. Mais je pense qu'il a LMD à l'université. Nous avons travaillé sur la question. On a même fait des séances de sensibilisation à Cocody en 2012, 2013. Les étudiants ne venaient pas. C'est un. Les étudiants, on a fait octobre, novembre, décembre, ce qu'on appelait le samedi du LMD. C'était les séminaires de sensibilisation. Tous les samedis, on organisait ces séminaires à Cocody. Les étudiants ne venaient pas. C'est un. Donc il a fini. Je donne la parole tout à l'heure. Deuxièmement, parce que non, c'est le même principe. Hein, tout le monde est contre le changement. Par nature, on est contre le changement. Même si ce changement doit être bénéfique pour nous, on est contre. Je prends un exemple simple. Quand tu vas dire aux paysans de ne plus s'aimer en mai, il va dire non, c'est pas vrai. Lui, depuis ses grands-parents, tu s'aimer en mai, il va s'aimer en mai. Oui, on sait qu'il ne pleuvra plus. Et après, là, c'est plein. Donc, les étudiants étaient dans une dynamique où ils voulaient s'opposer forcément à l'application de l'LMD. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était, si vous voulez, un chemin de non-retour. C'était une dynamique où on était les derniers, la Côte d'Ivoire était le dernier pays à rentrer dans le LMD. Est-ce qu'on devait rester isolé? Vous, dans votre intérêt, ce n'est pas intéressant.
Et comme le professeur l'a dit tout à l'heure, les élèves devaient être préparés depuis le lycée. Malheureusement, il n'y a pas eu cette jonction-là. Comme vous avez un système, après peut-être 10 années d'études, enfin, de scolarité, on vous demande de changer, ça devient difficile, je suis d'accord avec vous. Donc, en principe, il devait être préparé depuis le lycée par ces choses-là. Mais, ce n'est pas totalement anodin. Quand on a parlé de APC, de FPC, en fait, c'est la continuité. Malheureusement, comme il n'y a pas de communication entre les deux systèmes, enfin, le système enseignement supérieur et le système enseignement secondaire, on a besoin de ces deux choses différentes. L'APC ou la FPC venait pour préparer l'élève à rentrer dans le LMD. Parce que l'APC met l'élève au centre de l'apprentissage. Et dans le LMD, c'est l'apprenant qui est également au centre. Avec tout ce qui tourne autour, ça devait permettre à l'enfant, à niveau supérieur, de pouvoir bien rentrer dans le LMD. Mais ça n'a pas été bien expliqué aux enseignants du secondaire. Eux aussi, ils ont rejeté l'APC et la FPC. Donc, on est parti avec de vieilles méthodes pour entrer dans un nouveau système, ça ne marche pas. Allez-y. Le docteur dit, ce qu'il faut comprendre aussi avec le problème qu'il y a concernant l'application du système LMD. Il faut dire qu'on avait des problèmes au niveau du matériel même. Quand nous prenons le cas des étudiants de PC et CBG, les laboratoires n'étaient pas équipés. Comment voulez-vous qu'un étudiant qui appartient à ce département puisse aller s'exercer par moment? Et aussi, la bibliothèque. Nous, quand le système LMD est rentré en vigueur, on était en classe de licence. Et jusqu'à ce que je fasse mon Master 2, c'est-à-dire en 2014-2015, la bibliothèque centrale n'était pas équipée, la bibliothèque du département n'était pas équipée. Combien serons-nous à avoir, ne serait-ce que 10 000 pour aller s'inscrire à la bibliothèque française ou à la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis? C'est ça aussi le problème. Et aussi concernant même l'applicabilité, on nous dit toujours qu'on commence par la base pour aller vers le sommet. Et le système LMD a été appliqué de façon un peu brute à toutes les promotions, ce qui n'était pas normal. Et il y avait des enseignants qui ne maîtrisaient même pas ce que c'est que le système LMD. Les amis sont là, on posait à les enseignants qu'est-ce que le système LMD, et les réponses variaient en fonction des enseignants. Ça aussi c'était un problème. C'est ce que je voulais aussi rappeler. Merci. Ok, merci. Je vois que la licence continue. l'ISAO avait décidé de rentrer dans le système LMD. Donc les enseignants, tout le monde était informé. Mais comme je l'ai dit, les changements sont difficiles. Donc on a nos professeurs, les anciens là. Quand il a leur cours, tu sais, depuis quand il a commencé à enseigner. Et les feuilles sont devenues jaunes. Mais même au secondaire, il y en a, hein, n'est-ce pas, M. Kouassi? Voilà, il y en a. Donc, demander à ce monsieur d'aller faire de nouveaux cours, c'est trop compliqué pour lui. Il va aller faire saisir ses cours, c'est compliqué. Donc, il fallait beaucoup de sensibilisation. Mais comme on était en crise, il n'y a pas beaucoup d'argent aussi pour faire la sensibilisation. On était vraiment en crise. Il fallait préparer les élections, c'est ce qui était prioritaire surtout. Donc, vraiment, il n'y avait pas vraiment suffisamment de moyens. Et quand on est sorti de crise également, tout a été pillé à l'université. Donc, il fallait tout recommencer. Donc, vous comprenez que la bibliothèque, même quand nous étions encore là-bas, avant, jusqu'en 90, il n'y avait plus rien. C'était les livres de 1960 qui étaient encore là-bas. Qui sont encore là. Bon, qui sont encore là. Bon, il y a longtemps que je n'y suis plus allé. Mais en fait, c'est vrai, 10 000 francs, c'est beaucoup. Hein. Mais moi, déjà à l'époque, j'étais inscrit dans la bibliothèque, comme tu l'as dit, centre culturel français à l'époque, et puis le centre culturel américain. Parce que la connaissance aussi, c'est ça, hein, il faut un sacrifice. Si vous voulez chercher la connaissance, il faut faire des sacrifices. C'est vrai que vous n'avez pas 10 000 francs pour la bibliothèque, mais quand je regarde les portables ici, il n'y a pas de portables de 5 000, il n'y a pas de portables de 10 000. C'est des portables de 50, 60 000, souvent même 100 000. On dirait que nous, on n'a pas 10 000 pour aller à la bibliothèque. Bon, heureusement que ces portables vous permettent de naviguer, de faire des recherches. Mais là encore, bon. Il y a les conditions universitaires, les conditions d'apprentissage ne sont pas aussi agréables. Là, on les connaît. On les connaît cela. Mais je vais dire que je vais dans le sens du communicant. Aujourd'hui, quand vous regardez les étudiants, enfin, je ne sais pas, cette génération d'étudiants,
c'est des étudiants qui ne veulent rien faire. Excusez-moi, mais il faut qu'on soit honnête, soit direct. Moi, j'ai des étudiants, je ne peux pas les citer, mais ils ne veulent rien faire et ils veulent que tout se fasse comme si on était en 1960. Non. Nous sommes en 2015. Aujourd'hui, l'étudiant, c'est lui-même, en 2016, excusez-moi, c'est l'étudiant lui-même qui doit se prendre en charge du point de vue apprentissage, du point de vue éducatif. L'étudiant lui-même qui doit aller chercher les moyens et l'État de Côte d'Ivoire en train alors d'inculquer ça à l'étudiant comme le fait dans le pays du Nord. L'étudiant lui-même doit s'éduquer. Comment? Ça veut dire qu'on sommes en masse, donc les moyens que nous avons, que l'étudiant a, il doit utiliser ça pour son apprentissage. Et le communicant disait que les étudiants même, ils sont dans les amphis, ils ont leur portable a plus de valeur que celui de l'enseignant, par exemple. Moi, je connais des étudiants chez moi, par exemple, qui ont des portables que moi, je n'ai jamais achetés et qui viennent et qui veulent, quand tu as demandé d'aller photocopier le document, monsieur, on n'a pas l'argent, alors qu'il a un portable de 100 000, 120 000. Et le système juridique actuel, on n'a pas les documents, c'est vrai. Moi, j'étais étudiant. Je lui ai dit que ce que vous dites là, c'est pas toujours juste. Moi, j'étais étudiant, mais je lui ai dit que vous dites, vous n'avez pas 10 000, mais quand on voit les accoutrements des étudiants, mais ça dépasse 100 000, 50 000. Oui, je lui ai dit. Et donc, je lui ai dit que ce que je vais faire passer le message, c'est que c'est vrai, les conditions ne sont pas réunies pour appliquer le système RD, l'État est en train de faire des efforts, les enseignants également, puisqu'il y a certains enseignants qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, c'est vrai, ils ne maîtrisent pas le système. Ils sont en train d'apprendre, mais vous, les étudiants aussi, vous n'avez pas attendre les enseignants pour assurer votre avenir. Parce que votre avenir, donc ça veut dire que vous-même, quand vous avez un peu d'argent, allez-y sur les net, allez-y dans les bibliothèques, faire les fouilles, et puis chercher à produire des travaux de qualité. C'est ce qui importe. Ce n'est pas le nombre de portables, le nombre d'habits qu'on va compter à la fin, mais ce qu'on compte, c'est la qualité de la connaissance que tu as reçue. C'est ça qui importe. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est encourager les étudiants. C'est vrai, le système est bancal, ce n'est pas encore une idée, mais il faut utiliser ces moyens pour se former comme il se doit. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci professeur. Dans le même sens, vous dites que le c'est une chance, parce que si nous l'avons, c'est une chance nulle. Et aujourd'hui, la connaissance est accessible. Avant sur le net, à vil prix, même les imprimés à 10 francs la page, la photocopie c'était 50 francs, 100 francs. À l'époque, quand on était encore étudiant, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, il faut en profiter. Et vous êtes dans un environnement très 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 compétitif, il faut être bon, moi je dirais. Et ne visez plus la Côte d'Ivoire, deux éléments, l'informatique et l'anglais. Et si vous voulez aller plus loin, il faut sortir du standard. Le standard, c'est quoi? Le cours que le professeur a donné, j'apprends ça et puis il m'a composé. Ça ne suffit plus. Il faudrait que chacune de vos productions soit un sujet de satisfaction des enseignants, qui puissent montrer ça en exemple, parce que c'est cette réputation qui va vous précéder partout. Mais si vous êtes un étudiant quelconque, ce sera difficile pour vous. Parce que aujourd'hui, on a à peu près combien de bacheliers? On a à peu près 100 000 bacheliers cette année. Et l'année prochaine, on risque de monter à 120, 130. Chaque année, ça va augmenter. C'est rapide pour quitter les bancs. La compétition sera très rude. C'est vrai que quand on est étudiant, les jeunes, on a envie de faire la belle vie, mais on veut le coup. Merci. Allons-y. Moi, je ne dis pas le nom, mais on commence déjà à déterrer la hache de guerre. On va le dire oui ou non, est-ce qu'on a besoin de se battre pour ça? Mais déjà, ouais, déjà les vérités. Pour aller dire oui ou non, est-ce qu'on a besoin de faire parler pour ça? Ok, allons-y. Donc, il faut. Bon, dans tous les cas, ils vont voter. Dans tous les cas, je ne sais pas tout pas, on demande votre avis. En 5 ans, on demande ton avis une seule fois. Vous choisissez le président, et toi, qu'est-ce que tu penses de ces gens une seule fois? Mais toi, n'est pas la saisie. On dit, non, moi, je ne vote pas. Tu as le droit de dire non.
ceux-là, je ne les veux pas. Ou bien c'est ceux-là que je veux. Ou bien, c'est la seule fois où on te consulte. Après, tu dis non, tu ne vas pas. La seule fois où tu es important, tu dis non. La seule fois. Et après, tu vas aller marcher pour dire non, je veux telle chose. Non. Donc, le vote est important. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture du vote, donc c'est pourquoi il faut commencer dès l'école, déjà par les chefs de classe, les présidents de promotion, les présidents du CS2. Donc tout ça, c'est vrai que très souvent les chefs d'établissement veulent les gens qui contrôlent, mais je pense que ce n'est pas un bon modèle. Au lycée mixte 1, on a tenté l'expérience où les candidats viennent à un débat contradictoire. Chacun vient, il expose ses motifs pourquoi il est candidat. Ensuite, ses camarades posent des questions. Et puis, par rapport à ce que son candidat adverse a dit, ils réagissent. Donc, ils font vraiment un débat pendant 2 heures. Donc, depuis 3 ans, on a instauré ça, ça marche très bien. Et ça fait qu'ils sont tous obligés d'avoir un plan d'action avec un chronogramme bien précis. Et ça marche. Donc, il faut commencer déjà dès l'école primaire, parce que cette phase, elle n'est pas facile. La phase de dépouillement. Donc déjà, en France par exemple, ils commencent déjà depuis l'école maternelle. Il y a un officiel, donc soit le maire qui vient pour expliquer aux enfants ce que c'est que l'UM, ça sert à quoi, pourquoi il faut voter, tout ça. Donc ça, c'est innocent. Ça veut dire que quand vous venez voir ces enfants-là, à cet âge-là, c'est pas pour les corrompre, c'est pour leur éducation. Mais autrement. Mais ceux après, c'est dans 15 ans ou 16 ans, ils vont voter. Donc, si là, ils auront le temps de se faire une opinion. Ok, alors, donc ça, c'est vraiment éducatif. Et après, ils apprennent à faire les décomptes. Et l'image de droite, c'est dans cette même salle. Nous avons formé les jeunes du Parlement de Côte d'Ivoire en 2008. C'est vrai qu'on dira que, comme l'image de boîte assis, avec, on a acheté des petites boîtes au marché, on a fait un petit trou. Puis bon, on a fait, c'est une urne transparente, non, n'est-ce pas? Voilà. Une expérience. Et quelles sont ces expériences? Si vous êtes président d'une association, vous allez apprendre à gérer une organisation. C'est des choses qui sont importantes. Parce que quand on commence à travailler, quand on n'a pas cette expérience, on a du mal à être véritablement citoyen engagé. Bien vrai qu'on puisse apporter quelque chose à sa communauté, on n'ose pas. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, je peux apporter de grands changements dans nos communautés. Ils ont des bonnes idées, ils ont des entrées partout. Ils sont... On aura vraiment des interventions de qualité parce que ceux qui vont faire ces interventions et son intervention va porter sur les généralités, sur les droits de l'homme. Il va laisser donc le micro et le pupitre à son maître pour le mettre à son niveau avant de le présenter. Mais l'élève... C'est un peu particulier parce que ce n'est pas une communication en tel que tel, c'est un échange que nous allons avoir sur les généralités des droits de l'homme. Bon, je sais que quand je regarde la liste des participants, chacun d'entre nous, certains sont dans des organisations de la société civile sur la promotion des droits de l'homme. Donc c'est juste les définitions, les caractéristiques au fur et à mesure que nous allons voir. Donc je voulais que chacun puisse participer. Et puisque je vois dans la salle des visages vraiment très remarquables au niveau des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, si nous nous trompons, sûrement ils vont nous ramener à la raison. Ok. Présenté selon le plan suivant. En grand 1, nous aurons d'abord les généralités sur les droits de l'homme. Nous allons définir ensemble ce que c'est que les droits de l'homme, quelles sont les généralités, les générations des droits de l'homme et les caractéristiques. La deuxième partie, ça sera sur la nécessité de promouvoir les droits de l'homme. Et nous allons terminer par une conclusion, bien entendu. Sur les généralités des droits de l'homme, déjà, comme j'ai dit, de façon participative, je voulais que chacun puisse dire ce qu'il entend par droit de l'homme, de façon terre à terre, pas forcément une définition académique et autre, comme chacun de nous a un micro devant lui. Et qu'il entend par droit de l'homme, qu'il puisse lever la main. Merci bien.
Alors, on entend généralement par droit de l'homme, c'est vrai que inhérente à la personne humaine. Voilà. Leur existence, comme on le dit, est liée à la personne humaine, donc à la dignité de l'être humain. Voilà. Donc vous allez suivre avec moi, comme je le montre sur le truc. Maintenant, dans un État, normalement, qui est garant des droits de l'homme? On échange, hein. S'il y a des questions au fur et à mesure, on répond, et puis voilà, et puis on avance. Il y a une distinction entre les libertés publiques et les droits. Les libertés publiques, est-ce qu'il y a une définition que quelqu'un pourrait nous donner? Moi, c'est Libor Thierry. Oui. Bon, en liberté publique, il y a deux thèmes qui viennent là. Il y a deux grandes discussions. Oui. La liberté et la publique là. Donc, si on doit résumer la liberté publique, c'est tout ce qu'on peut faire. Les droits de l'homme existent même en absence de l'État, mais les libertés publiques ne peuvent pas exister en absence de l'État. Voilà. Les droits de l'homme. Combien existe-t-il de générations de droits de l'homme? Il y a combien de générations? Oui, génération des droits de l'homme. Tout le monde est d'accord avec elle? Type de droit. Première génération des droits de l'homme. En même temps, on s'évalue, hein, en fait. Oui, Charles. Les droits primaires, ce sont les droits de première génération, ce sont les droits civils et politiques. Voilà. Les droits de première génération, où on parle de liberté d'expression, par exemple, cela implique les organisations de la société civile afin de promouvoir ces droits, puisque l'État a tendance à limiter quand même les libertés des uns et des autres. Donc il appartient aux organisations de la société civile de promouvoir tous les textes qui ont été ratifiés par l'État afin que les libertés des uns et des autres soient vraiment respectées. Voilà. La troisième génération, ce sont les droits surtout sur l'environnement. Excusez-moi si je passe un peu plus rapidement. Voilà. Les droits de la solidarité, voilà. Sur les questions de pollution de l'environnement, sur l'indemnisation peut-être des cas de pollution, ce sont ces droits-là qui sont, la plupart du temps, qui sont mentionnés. Nous pouvons citer par exemple la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources, par exemple. Donc ça veut dire nos États signent des conventions en vue de la protection de l'environnement. Voilà. Et pour pouvoir mettre ces droits-là en œuvre, il faut que nous tous, nous puissions nous impliquer de façon véritable. Chacun de nous le sait, comme on l'a dit, les droits de l'homme sont, dire que les droits de l'homme sont comment? Puisque les droits de l'homme sont la même chose pour tout le monde. Deuxième caractéristique. Troisième. Voilà. Au fur et à mesure, s'il y a des questions, on peut les poser. Et puis, entre nous, hein, pas forcément moi. On va nous expliquer ce que c'est. Indivisible et interdépendant. Politique, économique, socio-culturels ou environnementaux. Donc, ça veut dire quoi? Quand un droit est violé, la violation d'un droit a un impact sur les autres droits. C'est pourquoi nous, à CAT, nous travaillons dans les prisons. Au moment où les détenus, le seul droit qui est imputé aux détenus, c'est le droit d'aller et venir. Mais ça a un impact quand même sur tous les autres droits, en fait. C'est pourquoi on veille à ce que les autres droits quand même soient respectés. Le droit à l'alimentation, le droit qu'on appelle ça, à un environnement sain et autres, soient respectés. Très souvent, on a une mauvaise idée de ceux qui sont en prison. On se dit ceux qui sont en prison, ils le sont par leur propre fait. C'est parce que d'autres me disent que ils méritent bien. Mais on pose la question suivante. Est-ce que ceux qui sont en prison sont encore des hommes? Voilà la question. Est-ce qu'ils sont encore des hommes?
Dès qu'on répond qu'ils sont encore des hommes, ça veut dire qu'ils ont des droits. Et le droit qui leur est dénié, c'est d'aller et revenir. Mais à côté de cela, celui qui est en prison, il doit pouvoir regarder la télévision, il doit pouvoir regarder le journal, il doit pouvoir bénéficier d'un lit pour dormir. Alors, une fois on disait ça, et il y a quelqu'un qui disait, mais vraiment vous, les gens des droits de l'homme, là, vous exagérez. Vous voulez qu'un prisonnier ait un lit alors que les gens même qui sont dans les communes, là, même dans les banlieues, ils ont des problèmes. Je dis, mais monsieur, à supposer qu'une crise d'Ebola arrive dans une de nos prisons, il dit, ah là, ça est grave. Puisque les gens vivent un surpeuplement, mais ils allaient tous mourir. Or, vous savez que dans nos prisons, beaucoup de ces personnes sont en détention préventive. Or, quand quelqu'un est en détention préventive, cela signifie qu'il est en attente de jugement. Donc, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Bon, quelqu'un n'a pas encore été condamné, et puis il vient à mourir. Et si on découvre par la suite qu'il était innocent? Donc, voilà, je m'arrête là pour dire que tous les droits sont effectivement liés. Aucun droit n'est au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'on parle de l'indivisibilité des droits. Monsieur le professeur. Ok. Mieux. Donc, comme il a dit, la non-discrimination au niveau des droits est un principe universel. Il s'accompagne du principe de l'égalité qui figure dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà. Et de promouvoir les droits de l'homme.